savez, je vais vous dire un truc assez simple, hein. Lorsqu'on a la place du cœur du granit norvégien, je crois qu'il est incassable, donc il reste granit. Mais lorsqu'on a la place du cœur, un vrai cœur, qu'on a la crainte de Dieu, lorsque quelqu'un comme Yahi Boni vous demande pardon, malgré tout ce que vous l'avez infligé, on rentre chez soi le soir, en tant qu'humain, vous ne détenez pas votre souffle de dire, vous vous dites, si plus âgé que moi me demande pardon, qui suis-je pour ne pas accepter? Mais s'ils ne le font pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Le problème n'est pas juridique. Tous ceux qui sont à l'Assemblée sont de sa majorité. Tous ceux qui ont voté en commission des lois pour que la loi ne soit pas prise en compte, Oui, le 17. c'est des humains. C'est des humains. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on aille s'agenouiller, qu'on aille se coucher par terre, qu'ils nous marchent dessus, qu'on dise pardon? C'est ça? Non. La C'est foi, déjà fait. la foi en Dieu. La Ok, foi en Dieu, la foi en Dieu. Et que ce Dieu-là, vous savez, j'ai espoir. Je suis. Lorsqu'on a adopté le code en 2018, je voudrais rappeler que sur Thierry, à l'époque, en 2018, je leur ai dit que ce code peut peut-être permettre d'aller aux élections, les premières élections, mais ce code ne peut pas permettre de faire autre élection que ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté en 2019? On a été obligé de voir comment réviser. Et on a révisé, on ne s'est pas arrêté là. En 2020, en plein processus d'installation des conseils communaux, pour la première fois dans l'histoire du renouveau démocratique, on a interrompu l'installation et on est retourné au Parlement subitement. On a adopté quelque chose qu'on a appelé loi interprétative et complétive, qui vient dire exactement le contraire de ce que dit le code électoral et la loi sur la décentralisation. C'est pour vous dire qu'à partir de cet instant-là, la réforme, ce qu'ils ont appelé réforme, en réalité était déjà un échec. Et nous l'avons dit plusieurs fois, ils n'ont pas compris. C'était déjà un échec qu'ils essayaient juste de camoufler. Et en fonction de ce que, peut-être qu'ils ont des maux de tête, ils retournent au Parlement, ils font des réajustements, ils reviennent. Et quelques temps après, on constate qu'il y a une difficulté, il y a un blocage qui vient. On retourne au Parlement, on fait des réajustements, on revient. Finalement, la loi est devenue un instrument de réglage aux mains de quelques-uns qui, selon leurs humeurs, vont au Parlement et puis mettent les balises. C'est pour vous dire en réalité que le code électoral, s'il a apporté quelque chose, c'est ce que vous avez constaté en 2019, c'est ce que nous avons constaté surtout en 2021, c'est la répression sanglante des citoyens béninois, c'est des pertes en vies humaines, je dirais, c'est la contrainte à résidence d'un ancien chef de l'État pendant 52 jours. Et donc, c'est le désharmonie entre les citoyens béninois, c'est le renforcement ou l'encouragement de certains citoyens à prendre le chemin de l'exil. Et donc, c'est ce que la réforme, en réalité, du système partisan, en lieu et place, et aussi sur fond de code électoral, a apporté. Et ce qui a davantage encore crispé l'atmosphère, il faut le retenir, c'est le certificat de conformité. Et à ce niveau, il ne faudrait pas que les Béninois perdent de vue que le juge constitutionnel a été un acteur majeur dans ce que nous... Pas d'importance. Et je tenais à préciser ça. Maintenant, je reviens à votre question, Monsieur Jossou. Assainir le paysage politique. Je crois que depuis l'avènement de la rupture, j'ai jamais vu autant de pourriture en politique. Et je me demande à quoi servent nos élites, que ce soit à la Cour constitutionnelle, que ce soit dans la justice, que ce soit à l'Assemblée nationale, avec toutes les lois scélérates qui ont été votées. Je me demande à quoi servent nos élites politiques, intellectuelles, juridiques, et même dans nos médias. Je me demande à quoi ils servent dans le pays. Il n'y a pas eu autant de pourriture depuis l'avènement du pouvoir de la rupture. Et on ne doit pas baisser les bras et se dire oui, parce que, comme on le dit, un dicton qui dit que quand les brigands sont au pouvoir, les juges sont en prison. C'est à ça que nous assistons depuis le temps. Il n'y a eu aucun assainissement. Parce que ce sont les mêmes, hein. Ceux qui ont fait Kérékou, ceux qui ont fait Sogolo, ceux qui ont fait Yahi, ce sont eux qui sont encore là, autour de la rupture. La nouvelle génération aujourd'hui, je crois que ce sont les partis, les démocrates qui sont en train de les amener dans la politique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Euh, une loi scélérate est faite pour exclure. Une loi scélérate est faite pour éliminer, elle est faite pour détruire. Et je crois que
ça a permis au contraire d'installer une boucherie, une charcuterie, ces lois-là. Parce que ça a permis de faire couler le sang des Béninois, ça a permis d'amener la mort pour des élections au Bénin. Et c'est là que vous devez pouvoir tirer vous-même vos conclusions. Lorsqu'on dit qu'on assainit, c'est qu'on apporte meilleur. Mais lorsque ce qu'on apporte est pire que ce qui existait, on n'a pas assaini. C'est qu'on a empiré la situation. Quand vous prenez aujourd'hui des lois, les lois qui ont été votées, qu'on a parlé de la réforme, je crois, dans un pays sérieux, qu'il faut prendre non seulement tous ceux qui ont conspiré à ce que ça soit fait et de les chicoter publiquement. Parce qu'en 2019, tout ce que le Parlement monocolore de la rupture a eu à voter, y compris la révision, règlement, décret, rien n'a pu résister à un seul mandat. C'est-à-dire en moins de 3 ans, tout ça là est tombé déjà parce qu'il y a des erreurs, ils sont allés dans la précipitation. La seule chose qui a pu durer, et ça je vous le dis depuis 2016, qui perdure encore et qui m'étonne, moi, c'est la chasse à ses concitoyens. C'est l'exclusion, c'est la destruction des vies humaines, c'est la destruction de ses concurrents, ça persiste. Ils sont très forts en ça, mais faire une loi pour permettre le vivre ensemble, ils sont incapables de le faire. Ce ne sont pas des réformes. J'aimerais qu'on se pose nous la question et qu'eux-mêmes en fassent. Dans cette période, je dis non, parce que ce parrainage a servi encore d'outil pour exclure. Remarquez par exemple quand le président avait la plus-value, l'excédent en ce qui concerne les parrains. Mais il pouvait pratiquement distribuer cela et à ses autres compétiteurs. Mais il n'a pas voulu. Il ne l'a pas fait. Donc, et mieux encore, c'est ce parrainage qui a servi pratiquement de toile de fond à tous les soubresauts politiques qui se sont passés ici et comment dirais-je, au Bénin. Et mieux encore, mais quand on voit ceux qui étaient des compétiteurs, je parle par exemple de Paul Roupet, je parle par exemple de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne ces candidats qui étaient face au président Talon. C'était ridicule. Ce pays était pratiquement ridiculisé. Donc, c'est une vérité. Donc, maintenant, le parrainage, dans le souci vraiment d'être un peu sélectif, mais cela, la méthode, ça a été mal appliqué et cela a été utilisé comme outil pour exclure des compétiteurs. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Et ce parrainage dérange. Et nous allons venir par rapport à ce débat merci, qui est d'actualité. Et cette injonction où la Cour constitutionnelle appelle à revoir pratiquement l'équilibre en ce qui concerne ce parrainage. Donc, ce parrainage a été un outil de division. De Montior tout à l'heure, si vous avez bien écouté, lui, il est déjà prêt pour la guerre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu as dit ça, mais je dis que tu es déjà prêt pour la guerre. Mais le peuple du Bénin n'a pas besoin de ça pour libérer les détenus politiques. Et ils n'ont même pas besoin des LD. Ce n'est pas parce que les LD sont dans l'opposition factice d'aujourd'hui que ça va libérer les détenus. C'est parce que simplement les peuples du Bénin sont fatigués du pouvoir de Talon. Ils sont complètement fatigués, ils sont ruinés, ils sont matériels. Monsieur, je dois rentrer dans ce débat parce que le problème. C'est hallucinant. Maintenant, je viens à M. Sosa. M. Sosa, son professeur est le professeur de M. Diagbounou. Ton élève ou bien ton étudiant a eu à valider, à faire entrer une loi et un code. C'est lui, en tant que ministre, qui a fait entrer la loi, le code et le truc. Et il quitte le ministère de la Justice et fuit à la Cour constitutionnelle pour faire valider en moins de 24 heures 300 articles d'un code. Et le président promulgue
le lendemain. Il était au début et il est à la fin. Et son professeur aujourd'hui vient pour dire qu'il y a des incohérences pour le parrainage. Vous savez, qu'on arrête de nous prendre pour des briques de 10 et soit, je dis, ils se moquent de leur propre intelligence. Ils se moquent de leur propre intelligence. Révision, il n'y en aura pas. La minorité de blocage, nous l'avions. Le parti Les Démocrates, là, peut-être c'est ça qui fait peur aujourd'hui, qui ne parle pas de révision. Et quand, excuse-moi, M. Aouna, mais quand on parle du code électoral, vous savez, la Cour constitutionnelle aurait pu régler le problème définitivement au lieu d'envoyer vers le code électoral. C'est simple. Notre Cour constitutionnelle, depuis l'avènement de M. Djogbenois à la tête de cette Cour, qui est remplacé aujourd'hui par son professeur Sosa, ils sont doués à rendre des décisions qui ne sont pas demandées. Vous avez été saisi par un membre du parti de Djogbenois, c'est les UPR, pour un cafouillage au niveau des dates et des gens qui vont parrainer. Mais nous ne sommes pas en période électorale. La Cour constitutionnelle a rendu une décision définitive concernant le code électoral parce qu'il a rendu conforme à la Constitution. Mais de quoi parle-t-on? Cette même Cour constitutionnelle dit que la demande est irrecevable. Et maintenant, elle vient dire qu'elle donne une injonction à l'Assemblée nationale de corriger ce qu'il a. Mais non, la Cour constitutionnelle n'est pas, c'est pas son rôle. Elle n'est pas l'Assemblée nationale. Elle n'a pas donné d'ordre à l'Assemblée nationale. Quand elle a rendu la conformité d'une loi par rapport à la Constitution, plus rien ne lui regarde par rapport à ça. Il faudrait que nous nous disions... Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Afin de continuer à vous offrir des vidéos de meilleure qualité, j'aimerais solliciter votre soutien. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, contribuer à l'amélioration de l'équipement et des ressources nécessaires à la réalisation de vidéos plus captivantes. Votre générosité aidera à faire évoluer la chaîne vers de nouveaux horizons. Chaque don, quel que soit son montant, compte vraiment. Vous trouverez le bouton merci pour faire un don en dessous de cette vidéo. Bon dimanche et bienvenue à la première émission de cette année 2024. Nous souhaitons à nos invités et à nos internautes une excellente année et nous nous efforcerons à proposer des thématiques diverses et variées avec des invités de qualité comme le panel que nous vous proposons ce dimanche 7 janvier. L'émission Dimanche on se dit tout vous propose en première partie une revue des faits marquants de 2023 et en seconde partie, nous aborderons l'épineuse question d'une probable révision de la Constitution du Bénin. Notre panel de ce dimanche est composé d'acteurs politiques, d'experts et d'analystes que je m'empresse de vous présenter. Tout d'abord, M. Mocho Moïse, directeur adjoint de campagne et un des porte-parole du parti Les Démocrates. Bonjour, M. Mocho, et très heureux de vous accueillir sur notre plateau. Bonjour, M. Jules. Merci d'être parmi les premiers invités de cette nouvelle année. Je vous souhaite une belle et heureuse année, ainsi qu'aux internautes et aux téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que les fruits porteront cette année et que notre pays pourra trouver les voies et moyens pour pouvoir sortir de cette crise systémique et cyclique qui est là et depuis l'avènement de la rupture. C'est important pour moi parce que 2026 est là et ce qui se prépare du côté de la rupture ne déroge pas à leur
théorie qui est la ruse et la rage. Donc, je prie, je demande à tous les Béninois de prier à ce que l'ange visite notre premier président de la République afin qu'il comprenne qu'il doit faire asseoir tous ses concitoyens pour décider de vivre ensemble de notre pays. C'est important. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Moncho. Avant de vous revenir à vous, en temps vérifier le volume de votre appareil, vérifiez si c'est au maximum. Le son était un peu bas. Le temps que je présente les invités, puis je vous reviens. Donc, ensuite, on a Monsieur Adelakun Landry. Monsieur Adelakun est juriste et spécialiste des droits humains et de la démocratie. Bonjour, Monsieur Adelakun, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Jossou, et bonjour, chers, je dirais, co-panélistes. C'est un honneur pour moi de répondre à cette invitation qui est la première. Et ensuite, nous sommes dans le premier mois de l'année. Et vu l'actualité, j'estime que c'est une belle occasion de démarrer, bon, voilà, une contribution pour l'amélioration du climat politique dans notre pays et surtout pour conserver ce que nous avons de plus cher, la paix. Donc, un honneur pour moi cette année. Merci pour votre disponibilité. Un habitué de ce plateau, M. Diomaïra Kodo, porte-parole du Front souverain. Bonjour, M. Kodo, et merci d'honorer encore notre émission. Oui, merci beaucoup, Jules Jossou, pour me faire l'honneur d'être ici la plupart du temps pour faire le bilan de la rupture. J'espère que vous ne me prenez pas pour le porte-parole du gouvernement de talon. Bon, j'accepte quand même d'être là dès que vous m'invitez. Alors, je profite aussi pour saluer mes copanélistes, Monsieur Moncho, le député Aruna, et l'autre copanéliste, je n'ai pas gardé le nom, mais je pense que c'est Lacoussan, c'est ça? Adelakun. Ah, excusez-moi, Adelakun. Je m'excuse. Alors, donc, je vous présente à vous tous mes vœux de bonne et heureuse année 2024. Et je profite pour dire la même chose à tous nos concitoyens qui nous suivent en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Enfin, M. Suleiman Aruna. M. Aruna est sur notre plateau en tant qu'analyste politique. Bonjour, M. Aruna, et merci d'être avec nous, malgré votre agenda chargé de ce dimanche. Non, mais il le faut, hein, quand la patrie le demande, et c'est un devoir républicain, vraiment, on ne peut être que soumis, hein, et à ce devoir. Donc, je vous remercie, et monsieur Jules Jossou, pour tout ce que vous faites, et on vous remercie. Je profite aussi pour saluer mes co-débatteurs que je connais très bien, et donc je profite aussi pour leur présenter mes vœux les plus sincères, les vœux de prospérité et surtout de santé, et à tous les téléspectateurs de BiAfrica. Le choix. Donc, M. Adelakun, je vous pose la question parce qu'on a connu comme une parenthèse. Donc, aujourd'hui, on a l'opposition qui est à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une résurrection de la démocratie? Merci bien, Monsieur Jossou, et merci d'avoir fait le constat de ce que ces dernières années, en l'occurrence depuis 2016, la démocratie béninoise a été suffisamment enrhumée en raison d'une nouvelle idéologie certainement qui est venue un peu à la tête de notre État. Et effectivement, avec je dirais, les élections du 8 janvier 2023, on peut considérer que le Bénin, en termes de démocratie, a fait un pas en avant. C'est peut-être même la première fois sous le régime de la rupture que l'opposition, même si c'est seulement le parti Les Démocrates, participe aux élections. Nous avons connu les législatives de 2019 ici qui s'étaient déroulées entre partis politiques siamois, et mis à part les FCPE qui sont considérés par certains analystes comme étant aussi une ramification du pouvoir en place.
Et donc, en permettant ou en autorisant, et cette fois-ci, l'opposition, bon, je dirais, la plus légitime aux yeux des uns, à prendre part aux élections législatives, on peut considérer que c'est le début. Ce n'est pas exactement, on ne va pas dire que c'est totalement la résurrection de notre démocratie, mais c'est le début quand même d'une résurrection qui certainement prendra du temps ou rencontrera des difficultés, mais qui, au fil des jours, des mois, finira par être une réalité. Donc, aujourd'hui, il faut en être fier. Je pense que le peuple béninois, dans sa globalité, est fier de la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale avec un effectif non moins négligeable, même si beaucoup auraient souhaité avoir une présence encore plus colossale que ce que nous avons. Mais déjà, avec l'effectif qui est là, 28 députés, ce n'est pas la blague. Et dans le contexte qui est le nôtre depuis 2016, ce n'était pas gagné d'avance, Et donc, les élections là ont permis quand même d'envoyer un message à ceux qui nous gouvernent pour qu'ils comprennent désormais quelles sont les aspirations, quelle est la position en réalité de la population béninoise sur certaines questions, en ce qui concerne surtout les questions du respect des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. Donc aujourd'hui, on peut dire oui, la présence de l'opposition au Parlement est un signe du début de résurrection, mais en réalité, ce n'est pas encore toute la résurrection. Parce que la résurrection de la démocratie va appeler à certaines autres réalités comme les questions, par exemple, du retour des exilés, la libération des prisonniers politiques et l'attachement à nouveau de nos gouvernants aux questions de liberté fondamentale et aussi je dirais, la fin de la restriction de l'espace civique. Donc, c'est beaucoup de choses et aussi l'effectivité de la séparation des pouvoirs. Et donc, c'est beaucoup de choses qui pourraient quand même conduire à ce que nous allons considérer après, selon Robo, comme étant la résurrection de la démocratie béninoise. Mais en tout cas, je peux vous dire, la présence de l'opposition aujourd'hui fait du bien à tout le monde. Et je pense même que d'ailleurs, ceux à qui la présence de l'opposition au Parlement fait du bien, c'est d'abord ceux qui nous gouvernent, c'est d'abord nos dirigeants. Donc, c'est le parti au pouvoir, ou je dirais les partis au pouvoir, parce qu'ils sont un peu, trois, ça. Donc, c'est à ceux-là, en réalité, parce qu'il ne sert à rien de gouverner un pays où l'opposition n'a pas accès à la gestion des affaires de l'État, où l'opposition ne peut pas participer librement aux élections. Donc, même si, après la participation des démocrates à cette élection-là, a été quand même le feu de compromis parce que nous avons vu un peu les difficultés qui ont été sur leur chemin avec la direction générale de l'impôt, en tout cas pour la délivrance du quitus fiscal et tout, et puis l'intervention, ou je dirais l'arbitrage du juge constitutionnel qui, cette fois-ci, au lieu de créer un autre certificat de conformité, a pensé utile qu'il fallait quand même régler la question de façon correcte cette fois-ci, en permettant quand même aux députés ou, je dirais, aux candidats à l'époque des démocrates de prendre part à cette élection-là. Donc, on peut en être fier, on peut en être heureux, et aujourd'hui, nous estimons qu'il est important que les choses puissent évoluer un peu davantage afin que le schéma ou le landerneau politique puisse davantage s'éclaircir et que nous finissions enfin avec le stress et la peur permanente qui anime les compatriotes béninois tant au pays comme hors du pays et que enfin le Bénin retrouve sa place de bon élève de démocratie, de droit de l'homme et d'état de droit, choses qui, en tout cas ma foi, ne sont pas aux antipodes des questions de développement. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Merci, M. Adela. Monsieur Montior, donc je disais tantôt que on avait commencé l'année avec les élections de janvier 2023 et ces élections ont permis quand même le retour de l'opposition à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut considérer comme un signe pour la réhabilitation de la démocratie au Bénin? Monsieur Montior. Merci, Monsieur Jules. Vous savez, le Bénin est en crise depuis 2007 et la présence des démocrates à l'Assemblée nationale ne peut pas être considérée comme une crise d'avancement. C'est un pas et c'est grâce au combat de tous les Béninois, c'est grâce au combat de tous ceux qui sont en exil, de tous ceux qui sont restés dans le pays, c'est grâce au combat de tous ceux qui ont perdu leur liberté pour qu'on puisse avoir des élections libres, crédibles dans ce pays. Ces élections de 2023, elles sont toutes sauf crédibles parce que vous avez quand même vu qu'en pleine élection, à peine les résultats n'étant même pas proclamés, que le président de la Sénat, en toute contradiction et violation de la loi, qui demande qu'on publie les résultats bureau de vote par bureau de vote, trouve que ces résultats sont caducs.
Et ceux qui nous gouvernent sont dans la ruse de la rage, ils l'ont annoncé. Et c'est au peuple, c'est à nous de l'opposition, les démocrates, l'opposition plurielle, d'être vigilants. D'être vigilants et de ne pas s'asseoir sur nos lauriers. On doit être ensemble, on doit travailler la main dans la main et pour pouvoir arrêter la saignée. Et je le dis parce que d'autres se croient plus légitimes que d'autres en tant qu'opposants. Mais nous avons un objectif commun, c'est de faire partie de ceux qui nous gouvernent depuis 2016. Après, on pourrait s'asseoir pour définir les grandes lignes, vivre ensemble. Mais pour le moment, c'est d'être ensemble et travailler à ce que l'objectif qu'on s'est fixé soit atteint. Pour nous, les démocrates, nous sommes dans ce travail-là permanemment. Et vous l'avez constaté, pour mieux se préparer à tout ça, et nous avons dû sortir le Joker. Nous avons dû sortir notre 10, notre Messi. On peut tout lui reprocher. Et depuis qu'il a pris les rênes du parti Les Démocrates, aujourd'hui, nous rentrons dans une autre dimension où nous ouvrons les portes vraiment à tous ceux qui veulent faire le combat pour faire partie pour le pouvoir de la rupture. Donc, 2023 a été cette année où l'opposition a fait son retour à l'Assemblée nationale. Et 2023 s'est terminé également par des promesses non tenues du premier d'entre nous, la libération des exilés politiques, et la loi d'amnistie qui a été rejetée en commission par des lois à l'Assemblée nationale. Nous attendons la plénière pour voir ce que ça va donner. Nous espérons toujours. Donc, c'est, comme on le dit dans le jargon de ceux qui connaissent le vin, c'est pas un bon cru. C'est pas un bon cru. Mais nous espérons continuer dans la même lancée jusqu'à la victoire définitive en 2026. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Kodo, vous pouvez réagir à la question précédente, mais je vais profiter quand même pour vous poser une autre question. Certains avaient estimé que la participation du Parti Les Démocrates à cette élection a permis de réhabiliter Patrice Talon devant la communauté internationale. Vous, au front souverain, est-ce que vous étiez aussi dans une dynamique de rompre avec le monopole qu'il y avait à l'Assemblée, ou quelle était votre vision par rapport à cette participation? Vous pouvez répondre aux deux volets, oui. Monsieur Kolo. Oui, le dernier volet de réhabilitation au niveau de la communauté internationale, c'est celle-là qu'il faut retenir en ce qui nous concerne au Front souverain, puisque nous avions boycotté ces élections acharnement. Et nous pensons d'ailleurs que le taux d'abstention qui a été obtenu est grâce à nous. Même si les démocrates ont participé, il a fallu que Yahi Boni sorte, mouille le maillot pour que il y ait au moins un peu plus de participation. Je ne parlerai pas du résultat de la participation, c'est-à-dire ce qui a permis à ce que les démocrates aient 28 députés. Ça là ne rentre pas en ligne de compte. Je parle plutôt de l'effectivité de ceux qui sont partis voter. Nous avons beaucoup travaillé à ce que ces élections soient boycottées. Donc, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée, premièrement parce que si je vais prendre les 28 députés, on n'a pas refait l'histoire, hein, mais comme nous sommes en train de faire un bilan de 2023, pour parler en fond, on va dire que, et quand dans l'Omenier, les 28 députés là, allez, on s'est moqué d'eux. Et eux-mêmes, ils le savent qu'on s'est moqué d'eux tout au long de la préparation
On s'est moqué d'eux pendant les élections et on continue de se moquer d'eux à l'Assemblée nationale. Alors, il faut être, quand on est en politique, en tout cas en ce qui nous concerne au Fonds souverain, il faut être conséquent. Lorsqu'on manque d'être conséquent, on se ridiculise. Et c'est ce ridicule qu'on a vu lorsque Talon les a convoqués en plus à la Marina la dernière fois, en tant qu'opposition. Si vous remarquez bien, effectivement, Talon les utilise comme son fait-valoir démocratique. Alors qu'il n'y a pas de démocratie dans le pays jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que les deux intervenants précédents ont prouvé qu'il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis aux élections législatives et qu'on leur a donné 28 députés que rien n'a changé. Au contraire, ça a renforcé l'autocratie. Et c'est ce que nous combattait. Et c'est pour cela qu'on demandait aux démocrates de ne pas y aller. Tout comme on leur avait dit aussi en 2021, qu'aucun d'eux ne participe pas aux élections, que le Front souverain avait également boycotté, pour la simple raison que depuis 2019, il y a des lois scélérates qui ont été votées dans le pays, des lois chrysogènes, qui sont le générateur de la crise que nous traversons depuis. Et la première faute de ce parti, les démocrates, qui s'est retrouvé en 2023 aux législatives, sa première faute, c'était, en quelque sorte, il faut appeler les choses par leur nom, avoir trahi l'opposition globale en désignant des candidats aux élections présidentielles en 2021. Ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'en ce moment, d'ailleurs, nous étions dans une grande position de force où la Cour africaine des droits de l'homme avait pris des décisions qui auraient pu, si le pouvoir de la rupture se retrouvait tout seul, sans aucun candidat, ce que mes amis d'en face de LD appellent chaise vide, que la chaise vide soit totale, entière, il aurait déjà été acculé en 2021. Pour ne pas parler de 2023. Parce que si en 2023, toujours les démocrates n'y étaient pas, vous imaginez dans quelle position la rupture serait. Mon copanéliste, j'ai dit Lacoussan tout à l'heure, c'est ce nom qui me revient. Adélakun, oui. Adélakun a bien dit. C'est Talon qui a gagné avec la participation de... Ils voulaient ça coûte que coûte. Je dirais même que c'est leur compromission. Parce qu'il s'il n'y avait pas la participation là, peut-être même que ce pouvoir ne serait même plus là. C'est une grande réjouissance. C'est pour ça que nous disons que, au-delà d'être une compromission, c'est un arrangement entre amis. Ok. Je vais juste finir en disant ceci, parce que je sais qu'après, bon, vous aurez du mal à me donner la parole. Mais je vais finir en disant ceci. Si vous avez bien regardé la crise depuis, Talon a fait voter des lois tout au long de sa gouvernance jusqu'ici, a fait voter des lois pour balayer la classe politique. Et il a si bien balayé que, comme vous-même vous le remarquez, il n'y avait plus personne devant. Et au Fonds souverain, on a dit, laissez-le tout seul. Comme il a tout balayé, il n'y a plus rien devant. Laissez-le. Il n'a qu'à rester tout seul devant ces chaises vides. Dans le pays, le monde entier va voir que c'est lui seul qui part faire ces élections. Il revient tout seul. S'il n'y avait pas le LD. Mais vous croyez que Yahi-Boni et Talon sont des gens qui sont séparables? Ils ne sont pas séparables, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ils ont pris le Bénin en otage depuis 2006.
Le jeu, ce qu'ils font en ce moment-là, c'est une grosse supercherie. Quand il a fini de tout balayer, il a appelé son ami, viens, allez, viens. Je t'ai poussé pour balayer, et maintenant c'est toi et moi. Nous allons manger le gâteau béni, viens. Allez, mais c'est moi le chef. Tu prends d'abord les 28 là, et tu te traînes un peu là-bas. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Ok, merci, Monsieur Kodo. Monsieur Aruna, vous, en tant qu'observateur, votre regard, vous portez un regard beaucoup plus peut-être impartial sur la situation. Quelle lecture avez-vous fait des élections de janvier 2023? Non, écoutez, je pense que nous allons situer le contexte et nous allons faire une analyse un peu plus pointue. C'est que c'est vrai que les élections qui se sont passées, les Béninois sont restés sur leur faim. Et quand on va prendre pratiquement, vous avez parlé, est-ce que la démocratie a été ressuscitée à l'entame de cette émission? Je pense que on ne peut pas le dire. Ce mot-là est trop lourd pour ce qui se passe. Et je pense qu'il y a eu un balbutiement, et pour ne pas dire un maquillage, pour ne pas dire une démocratie un peu maquillée, et pour se donner peut-être une santé à l'international. Ça, c'est vrai. En ce qui concerne les élections de 2023, et je pense que selon beaucoup d'observateurs, les résultats ne reflétaient pas ce que les unes ont dit. C'est vrai que, comme l'a dit mes prédécesseurs, il y a eu une sensation d'arrangement pour quand même voiler la face et pour présenter le Bénin comme un pays démocratique. Bon, est-ce que les démocrates n'allaient pas participer? C'est ça la problématique. Et je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, donc on ne pouvait pas condamner et les démocrates de ne pas participer dans le but d'éprouver le système et pour que ce balbutiement, ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé balbutiement, pour être fait. Et je pense que c'est par rapport à cela que nous essayons d'apprécier un peu ce qui se passe et dans le pays. Ce n'est pas encore ça. Je ne vais même pas dire que c'est à 50%, mais c'est déjà quelque chose et que nous pouvons prendre et essayer de rectifier et de parfaire avec tous les moyens, et je passe avec la participation du peuple. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je ne vais pas parler de résurrection et de la démocratie, mais je vais parler d'un semblant de démocratie bien ficelé pour faire ce que la rupture fait très bien, c'est-à-dire une stratégie de forme. C'est-à-dire, cette stratégie de forme joue vraiment en faveur de la rupture. Mais le fond, c'est totalement autre chose. Donc, c'est extrêmement important d'apprécier d'apprécier cela dans ce contexte. Et cela a permis d'avoir 28 députés et comment dirais-je, de l'opposition. Et ces 28 députés aujourd'hui, et nous allons continuer dans le débat, c'est pratiquement cette minorité qui est aujourd'hui la minorité de blocage. Donc, s'il n'y avait pas ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne la révision de la Constitution, c'est pour ça que des fois, en politique, il faut savoir raison garder, il faut faire peut-être le bête, mais tout en étant politique, tout en étant intelligent. Donc, je pense que ce n'était pas du tout, comment dirais-je, du pet à profit, la participation des démocrates. C'est vrai que cela pince, pique à l'œil, parce que
les résultats n'étaient pas vraiment ce que la réalité disait. Bon, M. Diomara souffrait que en politique, des fois, il y a des concessions et ces concessions, c'est des tremplins pour parfaire ce que vous et moi, nous dénonçons. Merci. En 2019, l'absence de l'opposition à l'Assemblée était liée à des difficultés à se conformer à certaines dispositions du code électoral, entre autres. On a parlé de parrainage, on a parlé de certificat de conformité, du quitus fiscal. Monsieur Monchor, est-ce que ces différents éléments qui ont été introduits ont permis un assainissement du paysage politique ou, dans une certaine mesure, une avancée du modèle démocratique béninois? Monsieur Monchor. Merci, Monsieur Jules. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière. Pour répondre à Monsieur Diomaïssa, j'ai comme impression que, voilà, des politiciens ils ont construit une maison qui a des escaliers et qui a un étage, mais qui veulent aller au premier étage sans prendre par les escaliers, je ne sais pas s'ils vont sauter. Et voilà des politiciens qui veulent faire une omelette et qui disent qu'ils ne vont pas casser des œufs. Je veux savoir comment ils feront les omelettes. La politique, ce qui se passe, nul n'a la science infuse. Et c'est ça qu'on reproche à ceux qui sont en face de nous. Il ne faudrait pas que nous, qui sommes de l'opposition, nous puissions croire que nous avons la science infuse et que c'est notre stratégie qui est la meilleure. C'est la jonction des stratégies qui permet d'obtenir le résultat escompté. Le seul résultat aujourd'hui, lorsque vous aviez une roche qui est tombée sur votre voie, c'est de se mettre ensemble pour la prendre et l'acheter et dégager la route. C'est ça qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Et je tenais à préciser ça. Maintenant, je reviens à votre question, Monsieur Diossou. Assainir le paysage politique. Je crois que depuis l'avènement de la rupture, j'ai jamais vu autant de pourriture en politique. Et je me demande à quoi servent nos élites, que ce soit à la Cour constitutionnelle, que ce soit dans la justice, que ce soit à l'Assemblée nationale, avec toutes les lois scélérates qui ont été votées. Je me demande à quoi servent nos élites politiques, intellectuelles, juridiques, et même dans nos médias. Je me demande à quoi ils servent dans le pays. Il n'y a pas eu autant de pourriture depuis l'avènement du pouvoir de la rupture. Et on ne doit pas baisser les bras et se dire oui, parce que, comme on le dit, un dicton qui dit que quand les brigands sont au pouvoir, les juges sont en prison. C'est à ça que nous assistons depuis le temps. Il n'y a eu aucun assainissement. Parce que ce sont les mêmes, hein. Ceux qui ont fait Kérékou, ceux qui ont fait Soglo, ceux qui ont fait Yahi, ce sont eux qui sont encore là, autour de la rupture. La nouvelle génération aujourd'hui, je crois que ce sont les partis, les démocrates qui sont en train de les amener dans la politique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Une loi scélérate est faite pour exclure. Une loi scélérate est faite pour éliminer, elle est faite pour détruire. Et je crois que ça a permis au contraire d'installer une boucherie, une charcuterie, ces lois-là. Parce que ça a permis de faire couler le sang des Béninois. Ça a permis d'amener la mort pour des élections au Bénin. Et c'est là que vous devez pouvoir tirer vous-même vos conclusions. Lorsqu'on dit qu'on assainit, c'est qu'on apporte meilleur. Mais lorsque ce qu'on apporte est pire que ce qui existait, on n'a pas assaini. C'est qu'on a empiré la situation. Alors, quand vous prenez aujourd'hui les lois qui ont été votées, quand on a parlé de la réforme, je crois, dans un pays sérieux, qu'il faut prendre non seulement tous ceux qui ont conspiré à ce que ça soit fait et de les chicoter publiquement. Parce qu'en 2019, tout ce que le Parlement monocolore de la rupture a eu à voter, y compris la révision, règlement, décret, rien n'a pu résister à un seul mandat. C'est-à-dire en moins de 3 ans,
Tout ça là est tombé déjà parce qu'il y a des erreurs. Ils sont allés dans la précipitation. La seule chose qui a pu durer, et ça je vous le dis depuis 2016, qui perdure encore et qui m'étonne, moi, c'est la chasse à ses concitoyens. C'est l'exclusion, c'est la destruction des vies humaines, c'est la destruction de ses concurrents. Ça persiste. Ils sont très forts en ça. Mais faire une loi pour permettre le vivre ensemble, ils sont incapables de le faire. Ce ne sont pas des réformes. J'aimerais qu'on se pose nous la question et que eux-mêmes en face se posent la question de savoir quelle est la réforme qui apporte la mort. Quelles sont les réformes qui permettent à des milliers de concitoyens de fuir leur pays? Mais une réforme, ce n'est pas la pénitence. Une réforme, c'est espérance. Où est l'espoir de cette réforme? Il n'y en a pas. Donc, moi, je ne vois pas je n'ai pas vu. Nous, on ne voit pas l'assainissement. Nous travaillons à ce qu'on puisse corriger. Et c'est même pour ça que nous disons, haut et fort, c'est bien. Aujourd'hui, qu'ils trouvent que les démocrates sont à l'Assemblée nationale. On avait 8 députés. On a une minorité de blocage. Ils trouvent que c'est pas bon. Il faut toucher le code électoral, toucher, si possible, la révision, parce que ça ne les arrange plus. Et nous disons non. Nous, on veut qu'on aille en 2026 avec leur même loi. Parce que c'est eux qui nous ont obligés à se conformer à ces lois. On veut y aller sans qu'on ne touche une virgule de ces lois. Parce que nous n'allons pas prêter flanc à ce qu'on dise demain, ah voilà, c'est eux qui sont arrivés, c'est eux qui veulent qu'on modifie. Non, nous ne voulons aucune modification. Nous restons focus. Elles ne sont pas bonnes. Le peuple a accepté de nous accompagner, nous les démocrates, malgré que les lois ne soient pas bonnes, le peuple a accepté de nous accompagner. Donc nous allons aller avec ces lois et cette constitution Halloween qu'ils ont eu à voter sans qu'on ne touche à rien. C'est important que les trucs soient assez clairs et que c'est important que l'opposition, qu'elle soit plurielle, que le Front patriotique, tout ça là, qu'ils comprennent une chose. Et la seule chose qui est intéressante, c'est le Bénin. Et aucun dictateur n'a besoin d'un alibi pour faire ce qu'il a à faire. Qu'on ne soit pas présent ou qu'on ne se batte pas, ça arrange le dictateur. Il s'en fout de la communauté internationale. Monsieur Djomassa parle de l'Union africaine et tout ça là, de la CEDEAO, mais toutes les décisions de la CEDEAO, de la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO, de l'Union africaine, lesquelles ont été appliquées depuis? Aucune. Pourtant, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale en 2019. Jusqu'en 2021, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale, mais rien n'a été appliqué. D'accord? Mais il suffit juste. Je n'ai pas parlé de la CEDEAO et je n'ai pas parlé de l'Union africaine. Il suffit juste que nous rentrions à l'Assemblée nationale et que le président de la République se permet de respecter les décisions de la CEDEAO concernant le Niger. Donc, il faut savoir qu'il y a un plus qui a été apporté. D'accord? Il faut savoir que nous sommes dans un cheminement et lorsqu'on va, peut-être qu'on a perdu des batailles, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Parce que ce que M. Dikodo est en train de dire avec le Front patriotique, c'est qu'ils sont défaitistes. Vous allez à une guerre et vous perdez des batailles, mais vous trouvez que non, qu'il faut attendre, croiser les bras, faire la politique d'achat, se retrousser et dire que c'est bon, on a perdu la guerre. Mais non, il faut toujours aller les affronter. On va les affronter avec leurs propres lois. On va les affronter, même s'il le faut, à main nue, sans aucun juge à la Cour constitutionnelle, sans aucun membre à la Cour constitutionnelle, sans aucun juge sous nous, mais on ira et le peuple va nous suivre. Parce que c'est le peuple qui décidera du résultat final en 2026. Et c'est ça qu'il faut que l'opposition plurielle puisse retenir. Le reste, on y arrivera si nous y mettons tous de la foi, si nous y mettons tous notre volonté de vouloir finir avec eux. C'est ça qui est le plus important, à ce que moi je sache. Merci. Oui, merci, M. Moncho. Jules, juste puisque les deux précédents ont fait allusion à Diomaïra, que je place au moins un petit mot pour conclure avant que vous avanciez. Oui, alors, ça ne prendra pas du temps. OK, en 30 secondes, oui. Oui, allez. En 30 secondes, il faut dire à M. Moncho que lorsque tu construis une maison à étage, tu vois très bien que tu as construit une maison à étage et que ce n'est pas un plein pied. Et que si c'était un plein pied, tu n'auras pas besoin des escaliers pour rentrer chez toi. Et puis ma maman a l'habitude de dire, quand une flux va être bon, c'est à son nombril qu'on le voit. Avec tout ce que M. Moncho a raconté, nous avons repris la crise à partir de 2019.
Et il a cité tout. Et tout le monde a cité tout ce qui était chrysogène et scélérat dans ces lois qui montraient déjà où nous allons aboutir. Il n'y a pas besoin, à partir de ce moment, de penser à mon escalier si je suis au rez-de-chaussée. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Monsieur Diomara, il y a quelque chose qu'on appelle... Ouais, monsieur Diomara, il y a quelque chose qu'on appelle la réelle politique. Dire que nous allons prouver un autocrate. On laisse encore 10 secondes à monsieur Diomara. On ne sait pas cette question. De l'éprouver. Oui. On n'éprouve pas un autocrate. Vous savez que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Vous restez stoïque sur votre position et c'est là où vous avez de force. Lorsque vous vous émiettez en cherchant chacun son intérêt, parce que l'objectif final de LD, c'est d'être adoubé parti d'opposition numéro 1 et avoir les avantages qui vont avec. Ce n'est pas le travail du Parlement qui les intéresse. Pas du tout, soyons sérieux. Je ne vous le permets je vous permets pas de dire pour arriver à 2023. Monsieur Diomara, montre que les problèmes de la crise et que vous voulez aller à des compromissions. De compromission en compromission, vous irez en 2026 avec un talon qui est toujours en face de vous, fort et largement fort plus que vous. Ok, monsieur Diomara, on vous aurait compris. Vous dites que les peuples vont vous suivre. On vous aurait compris, les peuples ne vous suivent pas, puisque pendant les législatives, ils ont suivi nos boycotts. Ok, on vous aurait compris. On va pouvoir avancer maintenant. Parce que le débat, le but du débat, ce n'était pas de faire le procès. Monsieur Diomara, en fait, le but du débat, ce n'était pas de faire le procès des démocrates en tant que tel. Donc, je reviens à M. Adelapour. Il y a depuis, on a fait comme 30 ans de pratique démocratique et avec l'arrivée de Patrice Talon, il a jugé bon d'introduire un certain nombre d'éléments dans le code électoral, en tout cas, pour pouvoir faire avancer le modèle démocratique béninois. Si vous portez votre regard de juriste ou bien des spécialistes de la démocratie, est-ce que ces éléments nous ont fait vraiment avancer pour ce qu'on a pu observer jusqu'à date? Merci bien, Monsieur Diossou. Je pense que nous serons juste factuels. Et lorsque nous prenons d'où on est venu, on avait avant l'arrivée de Monsieur Patrice Talon au pouvoir un code électoral, le code de 2013, qui nous a quand même permis de faire certaines expériences. Et lorsque Monsieur Patrice Talon, je dirais Monsieur Patrice Talon, parce que alors candidat a fait son diagnostic en ce qui concerne le système partisan et tout, il a proposé, et je dirais une thérapie. Et puis je pense que tout le monde, en tout cas la majeure partie, pensait que c'était vraiment pertinent d'y aller. Mais lorsque les gens ont voulu adopter leur premier code, le code de 2018, je rappelle que j'ai eu la chance d'être au séminaire parlementaire sur la réforme du code électoral en 2018. Lorsqu'ils ont voulu maintenant introduire leur code en 2018, ils ont organisé voilà, un séminaire parlementaire et tout ça. Donc, les premiers signes, c'est qu'au sortir de ce séminaire, on a commencé à voir des montants en ce qui concerne par exemple la caution, qui n'étaient pas des montants qui étaient dans ce qu'on a appelé à l'époque l'avant-projet de loi qui nous avait été distribué à Azalaï Hotel. Donc, de 50 millions, on a commencé à avoir 249 millions, des choses comme ça. Et on s'est demandé finalement, ce montant a quitté où pour se retrouver dans l'avant-projet de loi, puisque ce qui nous a été donné, ben, c'est 50 millions, on a vu. Donc, il y a eu déjà ces signes-là. Mais après, quand on dit que le Bénin, parce qu'on entend beaucoup de gens le dire, que le Bénin a assez de partis politiques, nous avons une centaine de partis politiques. Et pour cela, il faut restreindre, il faut amener à ce que nous ayons de grands partis. Bien, en termes d'ambition, ce n'est pas mauvais. Mais il y a une chose que les gens sont ignorés ou bien les gens ont voulu faire ou ont voulu miroiter autre chose au peuple béninois. C'est que avec, je dirais, comment on appelle, la charte des partis politiques que nous avons à l'époque, je parle bien de l'ancienne charte des partis politiques, il est dit clairement que lorsque vous êtes un parti politique et que vous ne participez pas à 2 élections législatives consécutives, vous perdez votre statut de parti politique. Et donc, de 2001, je pense, jusqu'à la date de la réforme en 2018, cette disposition de la loi sur la charte, de la charte des partis politiques n'a jamais été appliquée. Si on l'avait appliquée, on aurait fait le toilettage pour voir quels sont les partis qui, au regard de la loi, sont effectivement des partis politiques qui peuvent encore jouir d'une existence légale en République du Bénin. On ne l'a pas fait. À aucun moment, les régimes se sont succédés. À aucun moment, ils n'ont appliqué la disposition. Mais on nous dit que nous avons assez de partis politiques. Mais nous disons, juridiquement, on ne peut pas nous dire que nous avons assez de partis politiques à partir du moment où
La charte des partis politiques règle la question. Et vous allez constater que lorsqu'ils ont adopté leur première charte des partis politiques, la même disposition a été reconduite. Et donc, qu'est-ce que nous allons assister aujourd'hui? Si la même disposition n'est pas appliquée, nous aurons toujours une floraison de partis politiques. C'est pour vous dire que le problème, en réalité, n'est pas réglé. Le problème pour le régler en ce qui concerne les partis politiques, en tout cas la floraison à l'époque, c'était l'application de la loi. La loi n'a pas été appliquée, donc il fallait l'appliquer. Mais on a préféré laisser outre la loi pour aller dire maintenant il fallait adopter d'autres textes parce que on a l'impression que le régime de la rupture veut avoir ses propres tests. C'est l'impression que l'on a. Veut avoir ses propres tests, veut être, bon, je dirais, pionnier sur un certain nombre d'éléments. Lorsqu'on a adopté le code en 2018, je voudrais rappeler que sur Dentigui, à l'époque, en 2018, je leur ai dit que ce code peut peut-être permettre d'aller aux élections, les premières élections, mais ce code ne peut pas permettre de faire autre élection que ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? En 2019, on a été obligé de voir comment réviser. Et on a révisé, on ne s'est pas arrêté là. En 2020, en plein processus d'installation des conseils communaux, pour la première fois dans l'histoire du renouveau démocratique, on a interrompu l'installation et on est retourné au Parlement subitement. On a adopté quelque chose qu'on a appelé loi interprétative et complétive, qui vient dire exactement le contraire de ce que dit le code électoral et la loi sur la décentralisation. C'est pour vous dire qu'à partir de cet instant-là, la réforme, ce qu'ils ont appelé réforme, en réalité était déjà un échec. Et nous l'avons dit plusieurs fois, ils n'ont pas compris. C'était déjà un échec qu'ils essayaient juste de camoufler. Et en fonction de ce que, peut-être qu'ils ont des maux de tête, ils retournent au Parlement, ils font des réajustements, ils reviennent. Et quelques temps après, on constate qu'il y a une difficulté, il y a un blocage qui vient. On retourne au Parlement, on fait des réajustements, on revient. Finalement, la loi est devenue un instrument de réglage aux mains de quelques-uns qui, selon leurs humeurs, vont au Parlement et puis mettent les balises. C'est pour vous dire, en réalité, que le code électoral, s'il a apporté quelque chose, c'est ce que vous avez constaté en 2019, c'est ce que nous avons constaté surtout en 2021, c'est la répression sanglante des citoyens béninois, c'est des pertes en vies humaines, je dirais, c'est la contrainte à résidence d'un ancien chef de l'État pendant 52 jours. Et donc, c'est le désharmonie entre les citoyens béninois, c'est le renforcement ou l'encouragement de certains citoyens à prendre le chemin de l'exil. Et donc, c'est ce que la réforme, en réalité, du système partisan, en lieu et place, et aussi sous forme de code électoral, a apporté. Et ce qui a davantage encore crispé l'atmosphère, il faut le retenir, c'est le certificat de conformité. Et à ce niveau, il ne faudrait pas que les Béninois perdent de vue que le juge constitutionnel a été un acteur majeur dans ce que nous avons constaté en 2019 et en 2021. Absolument. Le juge constitutionnel, en tant qu'acteur, en tant qu'arbitre, aurait pu régler la situation s'il était resté en tant que juge constitutionnel, en tant que technicien du droit, en tant que celui-là qui prend le pouls de l'atmosphère socio-politique du pays. Mais non, on était là quand le juge constitutionnel a cru devoir créer une autre pièce qui n'existait nulle part pour davantage créer un climat de crispation. Et nous avons vu ce qui s'est passé. C'est pour vous dire, M. Diossou, que ce qu'on a appelé réforme, la réforme vient pour parfaire. La réforme vient pour pacifier. La réforme vient pour souder davantage. Lorsque vous faites une réforme qui consiste à exclure certains, qui consiste à voir des citoyens, à voir l'armée tirer sur des citoyens béninois, après que nous avons abandonné cela pour adopter une nouvelle condition, et que vous-même, vous n'avez pas en tête la condition béninoise, puisque déjà dès le préambule, nous avons dit que nous tournons dos à l'arbitraire, au régionalisme, à tout ce qui, en temps sous le régime du PFPB, a pu être des éléments néfastes dans l'histoire de notre pays vers le développement. Mais que nous constatons qu'après une trentaine d'années de pratiques démocratiques, on en vient en plein cœur de Cotonou, à l'intérieur du pays, au nord, au centre, un peu partout, à tirer sur des citoyens béninois. Cela voudrait dire qu'en réalité, que la réforme, telle qu'elle a été pensée, n'en valait pas la peine. Peut-être que le diagnostic a été bon, mais la thérapie, elle a été très mauvaise. Et quand vous appliquez une thérapie mauvaise à un bon diagnostic, c'est que vous n'êtes pas en train de régler un problème. Et c'est ce que nous avons constaté. Merci beaucoup, M. Adelakou. M. Aruna, M. Adelakou vient de l'évoquer. On est obligé aujourd'hui d'aller chaque fois retoucher, on est obligé de retoucher un peu tout ce qui a été fait depuis 2017 pour pouvoir l'adapter, pour que ça soit plus huilé. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment fonctionné? Est-ce que c'est le manque de concertation au niveau de tous les acteurs politiques? Où est-ce que vous voyez le mal? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? D'office, le mal, directement, c'est l'exclusion. C'est clair. Mais je vais revenir sur ça en détail. Je voudrais m'adresser à mon frère Diomaye que j'apprécie. Dans bon, vous n'allez pas refaire l'édition sur Diomaye. Hein? Non, non, pas du tout. Donc, pas du tout. On va aller vite parce qu'on est toujours au premier point. D'accord, mais c'est intéressant. C'est que la position du Front patriotique, souverain.
voilà, du Front souverain, c'est que le but ici, c'est pratiquement le même but. C'est-à-dire, vous êtes d'accord que nous sommes face à un pouvoir qui pratiquement n'est pas un pouvoir démocratique. Donc, disons que c'est un pouvoir autocratique. C'est clair. Donc, le diagnostic que nous avons, vous avez un point commun avec l'opposition. Donc, maintenant, si vous voulez être intransigeant, camper sur une position donnée, ce n'est plus de la politique. Parce que ce que vous dites, elle est légitime, mais face à ce que nous avons devant, il faudrait que l'État puisse évoluer. Il faudrait, et vous avez toujours rappelé les institutions comment dirais-je, supranationales. Et comment est-ce qu'ils ont réagi à pratiquement tous les combats légitimes. Mais l'État, comment dirais-je, le fonctionnement, ces revendications n'ont pas été supportées par la CEDEAO et les autres institutions. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'opposition, comment dirais-je, flexible, qui pratiquement a une majorité à ses côtés, puisse faire. Donc, le peu que cette opposition, en tout cas, le parti qui incarnait cette opposition l'a fait. Maintenant, est-ce que c'est pratiquement fini? Non. Est-ce que le combat va se poursuivre? Yes. Donc, c'est dans ce cas-là dans ce cadre-là que toutes les forces de l'opposition puissent se mettre ensemble, je parle de l'opposition plurielle, pour quand même essayer d'atteindre l'objectif qui est pratiquement de rétablir les fondamentaux de la démocratie au Bénin. Mais quand nous, en tout cas, cette opposition, je n'ai pas fini, quand cette opposition, quand cette opposition, toute l'opposition, c'est seulement les LD qui font chemin à part. Hein. Non, mais pas le Front souverain seul qui boycotte. Non, mais ce que je dis, c'est... Monsieur Aouna terminer pour aller plus vite. Voilà, monsieur Dommage, ce que je dis, c'est la rhétorique. La rhétorique ne peut pas, puisque l'objectif est le même. Et il y a un point, comment dirais-je, l'objectif est le même. Donc, il faut nécessairement, monsieur Dommage, il faut nécessairement changer la rhétorique. Donc, ce n'est pas saquer l'autre parti politique qui quand même fait, même si c'est pratiquement un travail, même si ce parti balbutie... Non, ne m'interrompez pas. Même si ce parti... Monsieur Aouna, on va conclure sur ce point dans 30 secondes. Non, je n'ai pas fini. Même si ce parti balbutie... Non, même si ce parti balbutie en ce qui concerne le combat. Donc, il faudrait... Non, je n'ai pas fini. Laissez-moi finir mon idée. Donc, il faudrait aider pousser ce parti à parfaire la lutte au lieu de critiquer ce parti. Sinon, pratiquement l'objectif... On voyait en compromission. Les amis, M. Aouna, M. Gomaïva. Voilà, maintenant je reviens... Je vais vous reprendre la parole d'abord, M. Aouna. Je reviens, je chute, je reviens. Oui, quelques secondes encore, oui. Voilà, je reviens. Donc, Réal politique l'oblige, on est obligé de rester ensemble puisque le diagnostic est commun. C'est très important. Maintenant, revenons sur le parrainage parce que c'est une question que nous n'avons pas trop titillée. Le parrainage, et c'est cette question qui est vitale. Bon, est-ce que le parrainage a constitué pratiquement une avancée et dans cette période? Je dis non, parce que ce parrainage a servi encore d'outil pour exclure. Remarquez par exemple quand le président avait la plus-value, l'excédent en ce qui concerne les parrains. Mais il pouvait pratiquement distribuer cela à ses autres compétiteurs. Mais il n'a pas voulu. Il ne l'a pas fait. Donc, et mieux encore, c'est ce parrainage qui a servi pratiquement de toile de fond à tous les soubresauts politiques qui se sont passés ici et comment dirais-je, au Bénin. Et mieux encore, mais quand on voit ceux qui étaient des compétiteurs, je parle par exemple de Paul Roupet,
Je parle par exemple de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne ces candidats qui étaient face au président Talon. C'était ridicule. Ce pays était pratiquement ridiculisé. Donc, c'est une vérité. Donc, maintenant, le parrainage dans dans le souci vraiment d'être un peu sélectif, mais cela, la méthode, ça a été mal appliqué et cela a été utilisé comme outil pour exclure des compétiteurs. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Et ce parrainage dérange. Et nous allons venir par rapport à ce débat merci, qui est d'actualité. Et cette injonction où la Cour constitutionnelle appelle à revoir pratiquement l'équilibre en ce qui concerne ce parrainage. Donc, ce parrainage a été un outil de division au sein de la classe politique. Et ce qui, aujourd'hui, on parle maintenant de refonte. C'est ça la conséquence de tout ce qui merci, M. Aouna. Avant de passer à un autre point, je voudrais, comme l'émission est interactive, je voudrais partager rapidement avec vous les commentaires des internautes qui nous suivent. C'est vraiment important. J'ai Madame Bernice Dossou qui dit ceci. Il ne faut pas toujours faire la politique de chaises vides. Tout le monde sait que ces élections législatives passées étaient en faveur du peuple. Donc, je vais prendre un autre commentaire. Monsieur Léger, en tout cas, j'espère que j'ai lu correctement le nom. Mais la politique de la chaise vide est aussi un moyen de laisser le chauffeur dictateur aller seul dans le décor. Je continue. Monsieur Anderson Ndete dit la politique de la chaise vide n'a jamais marché. L'opposition ivoirienne a essayé la politique de la chaise vide et ça n'a rien donné. Et enfin, Monsieur Patrick de Souza, OK, il a juste apprécié le commentaire. Monsieur Jules Jossou, vous n'êtes pas en train de lire à charge des commentaires là? Non, il y a lu tout ce qui est rentré pour le moment. Non, non, non. Je ne sélectionne pas, je lis tout ce qui est là. Monsieur Djomaïga, quand il y a l'objectivité, on ne peut rien. C'est un sens, c'est une logique, quoi. C'est une déduction. Monsieur Aouna, je n'écris pas les commentaires, j'ai lu tout ce qui est là. Ça ne reflète pas l'opinion. Bon, peut-être que ceux qui doivent réagir ne réagissent pas. Oui, c'est possible. Peut-être par rapport à ceux qui sont en direct avec nous. D'accord. Donc, on va avancer rapidement sur un second point qui n'est pas très loin de ce dont on vient de parler. On a dit, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, que malgré l'organisation des élections, la crise politique n'est pas totalement terminée. On a plusieurs personnalités politiques qui sont en prison ou qui sont en exil. On a des militants aussi, des partis politiques qui sont en exil. On a parlé du parti Les Démocrates, le parti avait introduit une loi d'amnistie qui a été rejetée par la commission des lois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la dernière chance qui vient d'être balayée du revers de la main? On va commencer par M. Diomaïra sur cette question. Est-ce qu'il y a une autre possibilité pour pouvoir ressusciter la démocratie ou permettre la libération des détenus politiques et puis le retour de ceux qui sont en exil? M. Diomaïra. Oui, il faut savoir que lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Notre position au Front souverain vous paraît souvent intransigeante parce que avant de rentrer sur la scène politique en tant que parti politique, nous avons défini ce qu'on appelle une vision politique. Une vision politique qui nous permet d'avoir une stratégie politique. Une vision politique qui nous permet d'avoir une idéologie par rapport à laquelle nous devons fonctionner. Et nous disons donc que avant même que Talon ne prête serment, nous avions dit à Djogbenou, c'était en 2015, que le pouvoir de Talon sera un échec. Et on a même démontré que ce serait un échec. En juin 2016, nous avions prévu que les tractations de modification de la Constitution et toutes les lois qui vont être votées, je dis bien en juin 2016, avril, mai, juin, nous avions dit que Talon veut aller à une bipolarisation de la vie politique au Bénin. Donc,
ce à quoi nous allons assister à partir de 2017-2018 avec les lois scélérates en question. Comment voulez-vous convaincre des gens qui ont prévu tout ce qui va se passer et que tout ce qu'ils ont prévu est en train de se dérouler sous leurs yeux? Comment vous allez les convaincre de venir s'aligner sur des compromissions parce que ça leur permettrait d'emprunter, pour utiliser l'expression de mon ami Motior, d'emprunter un escalier. Non, ça va être l'escalier de la compromission. Et donc, étant sur cet escalier de la compromission, mon cher ami Motior, avec les démocrates, ils sont en train, au fait, de trahir les Béninois. Non, mais c'est ça la politique, c'est la flexibilité, c'est ça la vision politique claire, ils n'ont pas de ligne politique. Ils n'ont pas de ligne politique. Est-ce qu'ils vont me dire que leur ligne politique, c'est la démocratie? Ils n'entendent pas la démocratie. Monsieur Diomaïra, je vais recentrer ma question, Monsieur Diomaïra. Depuis 1990, on ne pas aller aux élections, changer de président régulièrement, qu'on appelle démocratie, mon Dieu. Mais c'est une stratégie pour parfaire. Quelle stratégie vous avez lorsque votre adversaire qui est en face vous écrase et après vous dit viens ici, voilà ce que je te dis, tu dois faire ça. Et tu fais. Et vous pensez que ça sera comme ça? Monsieur Aouna, tu es en compromission. Monsieur Diomaïra, ok. Je vais poser la même question à Monsieur Motior. Monsieur Motior a dit tout à l'heure que la loi d'amnistie a été rejetée par la commission des lois, mais qu'il y a une deuxième possibilité quand même au niveau de la plénière. Est-ce que c'est la dernière chance? Ou bien il y aura d'autres possibilités de pouvoir sortir les personnalités qui sont en prison ou les exilés, leur permettre de rentrer au Bénin? Monsieur Motior, oui. Merci, monsieur Jules. Monsieur, mon prédécesseur vient de dire qu'ils ont prédit. Ton prédécesseur s'appelle Diomaïra. Mon prédécesseur, d'accord. Le grand frère Diomaïssa Kolo vient de dire qu'ils avaient prédit Diomaïra. Merci. Et ils avaient prédit tout ce qui allait se passer. Et j'aimerais dire, en langue fond, nous et Kanfa, nous savons. Votez Missa. Bon, je vais te répondre directement. Votez Missa. Non, on va attendre. Monsieur Diomaïra, on attend qu'il termine d'abord. On attend d'abord, Monsieur Diomaïra. Sinon, je vais couper votre micro. Tu me repasseras la parole, Monsieur Diomaïra. La question m'est adressée. Oui, vous attendez qu'il termine et puis je peux vous donner la parole. Sinon, on ne va pas avancer. Nous, savoir. Il est temps de venir savoir. Mais même quand savoir, on voit des savoir marcher, alors nous, nous prédire bien au DJ. C'est bon? Je reviens maintenant à la question de M. Djossou. M. Djossou, la commission des lois rejetées, 6 contre 17, il me semble, et l'autre loi d'amnistie. Ce n'est pas étonnant. Nous, au Parti Les Démocrates, au contraire, ça nous a revigoré. Ça nous a revigoré parce que 2 fois avant, il y a eu 2 sorties du président de la République avant que cette loi n'entre à la commission des lois. La première fois, lorsqu'on a été invité, suite à notre dénonciation au niveau de la communauté internationale, le président a reconnu publiquement devant des caméras durant son one-man show qu'il faisait et qu'il ne va pas donner sa caution pour cette loi d'amnistie. C'est normal, cela prouve que les prisonniers politiques sont ses otages. Cela le prouve et il a prouvé au monde entier que ce sont ses otages. Donc ce sont ses otages qui sont là et que c'est lui qui décide quand il va les libérer. La seconde fois, lors de son entretien à la veille des fêtes, avec les 2 journalistes, il a eu à dire que cette loi ne va pas prospérer.
Donc, vous comprenez que je ne vois pas sa majorité pouvoir accepter que cette loi prospère, surtout quand on connaît qui on a en face. Lorsque quelqu'un, permettez-moi le terme, je vais être un peu vulgaire, lorsque quelqu'un tient vos deux couilles, votre poumon en plus, votre cœur en plus, dans ses deux mains et avec ses dents, je ne pense pas qu'on puisse avoir le toupet de jouer au Django. C'est ce qu'ils ont fait et ils ont rejeté. Mais ce n'est pas fini. Il y a la plénière, parce que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas passée à la commission des lois qu'elle ne peut pas venir en plénière. Elle va être introduite en plénière. Et quand elle sera introduite autant de fois qu'il faut en plénière, sans qu'on y touche une virgule, parce que tous les Béninois qui se sont retrouvés depuis 2016, qui disent qu'ils n'ont pas voté, ils n'ont pas émis aucun décret pour les mettre en dehors de leur pays, en exil, tous doivent rentrer. Le président de la République en est conscient. Tous ceux qui le soutiennent en sont conscients. Ils vont rentrer. On ne changera même pas une seule virgule dans cette loi d'amnistie. On va sortir tous ceux qui sont en prison. On va sortir absolument tous ceux qui sont en prison. Si le président, ce gouvernement-là, et cette législature-là ne saisit pas l'occasion pour le faire, c'est qu'elle donne les moyens au peuple, d'accord, de voir ce qu'ils sont. Parce que nous avons tous, par alliances diverses, un parent en prison. Suite à la politique, c'est inédit. Depuis la fin de la Révolution, nous n'avons plus affaire à ce genre de trucs. Mais aujourd'hui, c'est inédit. Ceux-là sont arrivés pour détruire le vivre ensemble, pour détruire la cohésion nationale. Mais nous, aux démocrates, nous sommes fermes. Il n'y a pas de compromission possible par rapport à la libération des gens qui ont dit 5 ans, c'est 5 ans, des gens qui ont dit qu'ils sont candidats à une élection présidentielle et qu'on prend et qu'on condamne pour terrorisme ou atteinte à la sûreté de l'État. Il n'y a pas de compromission possible à faire pour ça. Même le compromis, il n'y en aura pas. C'est-à-dire quoi? Soit c'est ça, soit à un moment donné, nous prendrons le pouvoir et on va les sortir. Et en ce moment, c'est là que ça fera plus mal à la rupture. S'ils ne profitent pas de la main qu'on les a tendue aujourd'hui avec cette loi d'amnistie, s'ils ne profitent pas de ça pour améliorer avec nous cette loi-là et qu'ils trouvent qu'il ne faudrait pas qu'elle prospère, c'est qu'ils sont en train de s'enfermer dans leur propre prison à eux. Cette prison, elle sera plus grande, elle sera plus restreinte, elle sera plus dure que celle qu'ils sont en train de faire, d'infliger à ceux qui sont en prison aujourd'hui. Parce que ce serait une prison de leur conscience. Nous sommes dans un monde, dans un Bénin aujourd'hui, où tout ce qui est fait selon l'humeur du souverain, du calife. C'est triste. Les résultats sont là devant nous. Mais nous, je tiens à vous le dire, au parti Les Démocrates, nous rentrerons autant de fois cette loi à l'Assemblée nationale en plénière. Nous la rentrerons autant de fois. Nous n'avons pas la majorité. On aurait eu la majorité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu donner le résultat des urnes. Et ils auraient donné le résultat, on aurait eu la majorité pour faire voter une loi d'amnistie. On aurait sorti nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en prison, nos soeurs qui sont en prison, nos papas, nos mamans qui sont en prison, où leur place n'est pas en prison. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui dans le pays. Le pays est divisé. Le pays est complètement divisé. Aujourd'hui, pour parler, même pour manger, s'asseoir, déjà, on a peur. On a sérieusement peur. On vit caché. C'est ça, la réalité de ceux-là. Et si nous laissons faire, comme le veulent certains, on dit qu'on fait la politique de la chaise vide, c'est que nous adoubons. Vous avez le régime nord-coréen. C'est ça que vous voulez que ce soit, parce que personne ne dit rien, on est là, on accepte. Mais non, le Bénin ne sera jamais comme le régime, parce que nos parents se sont battus, ils ont versé le sang au temps du PRPB. C'était encore plus rude que ça. Ils ont versé le sang pour qu'il y ait la démocratie au Bénin. Il y a des gens qui sont encore vivants, qui ont vécu les affres de la révolution, mais ils sont là et ils se battent à nos côtés. Il faut saluer ce qui se passe. Notre loi, elle peut être la loi d'amnistie, comme ils le disent, la diplomatie, ceci, cela. Non, ils parlent d'aucune, ils veulent aucune diplomatie, ils veulent de la compromission.
Et nous ne sommes pas dans la compromission. Nous disons que les gens sont vos otages politiques. Libérez-les. C'est la condition. Libérez-les, on s'assoit, on parle. C'est ce qui a été dit quand on a été reçu par le président de la République. Tous les partis d'opposition qui se disent de l'opposition, il y a des partis qui se disent de l'opposition, mais en réalité, c'est des appendices de la mouvance. Ils le savent. Et on leur a dit clairement. Mais tous les partis d'opposition, la liste des démocrates qui est à l'Assemblée nationale, M. Diomaye, ce n'est pas le parti des démocrates seul. Il y a le GSR qui est dessus. Il y a la Dynamique Aïba qui est dessus. Il y a le mouvement encore qui est dessus. Il y a la NFN qui sont dessus. Voilà ceux qui sont faits cette liste pour aller au truc là. Donc ce n'est pas seulement un seul parti. C'est tous les partis, les vrais partis de l'opposition. Et nous demandons à ce que, ensemble, nous puissions travailler. D'accord? Nous puissions travailler pour que nous puissions conquérir ce pouvoir-là. On a besoin de vous. Nous avons une roche énorme qui est tombée, comme ils sont en train de le faire, à déposer des grues sur les chemins aujourd'hui. Mais au lieu de nous mettre ensemble pour dégager cette roche, on demande de faire des contours. Nous n'allons pas faire des contours, nous allons dégager cette roche. Avec ou sans vous, nous allons dégager cette roche. Et nos frères vont sortir. Je peux réagir avant, M. Adela, s'il vous plaît? Oui, quelques secondes. Oui. OK. Donc, je pense que je vois un peu et pratiquement la pertinence de la préoccupation de mon vis-à-vis, mais j'aimerais que, à ce niveau, au niveau de l'amnistie, puisque le débat sera proposé au niveau de la plénière. Mais nous connaissons déjà pratiquement ce que ce résultat sera. Donc, j'aimerais que, et je souhaiterais que les démocrates puissent toujours dialoguer. Je veux parler des coulisses pour quand même avoir pratiquement touché le cœur de certains députés de la mouvance, pourquoi pas. Je pense que, puisque aujourd'hui, c'est la seule possibilité. Donc, qu'il faut faire, il faudrait que les démocrates puissent caresser, j'allais dire, pratiquement leurs collègues, certains collègues de la mouvance qui, aujourd'hui, semblent être un peu flexibles. Nous avons vu la réaction de Gomina, de mon petit frère Gomina, le député, qui dit, en tout cas, qu'il sera ouvert pour considérer ce vote de l'amnistie. Et maintenant, j'invite le peuple béninois et surtout le président Patrice Talon par rapport à la déclaration du professeur Olo qui dit que quand Patrice Talon a été arrêté et gardé sous Yahi, j'ai été voir Yahi Boni avec Ousmane Batoko en tant que président d'institution. Nous lui avons demandé de lui accorder libération. J'ai informé sa femme Patrice Talon, allait être libéré le soir même. Il a finalement été libéré le lendemain. Patrice Talon est venu à la Haute Cour de justice lors d'une rencontre des présidents d'institutions nous remercier. Il est aussi allé chez moi me remercier. C'est des faits connus, disait, comment dirais-je, Olo, le professeur Olo. Je dis ça parce que je ne suis pas de l'idée de garder des opposants en prison. Je milite pour l'amnistie pour les opposants. Professeur Olo. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel qui doit animer les dirigeants et pour quand même la liberté totale et le retour des exilés politiques. Donc, je pense que la posture doit être un peu flexible et espérer les jeux de couloir, le dialogue des couloirs, et que je pense que certains députés de la mouvance Dieu peut toucher leur cœur, puisque aujourd'hui, il y a un blocage. Le président l'a dit. Le président l'a dit clairement qu'il ne donnera pas l'amnistie à ces prisonniers. Il ne donnera pas l'amnistie pour que les exilés politiques puissent rentrer. Alors, il y a problème. Et quand il y a problème comme ça, je pense qu'il faut jouer toute la diplomatie de couloir avec des gens qui sont un peu flexibles, équilibrés dans leur position et rappeler le président de la République à des jurisprudences
dont il a bénéficié. C'est extrêmement important. Donc, merci, monsieur. C'était un peu ma position à ce niveau. OK. Merci, monsieur Harouna, de nous avoir rappelé ce pan de l'histoire qui venait du professeur Polo quand même. Oui, oui. Monsieur Djotou, oui. Je crois que monsieur Harouna a vu le président Yahya Boni, le prédécesseur du président de la République d'aujourd'hui, demander pardon une fois. Quand on nous parle de diplomatie, vous savez, tout se fait. Nous discutons avec eux. Le président, vous savez, voilà un président qui simule sa baisse carrément pour demander pardon. Donc, on le fait. Mais ceux qui sont là, est-ce qu'ils sont disposés? Vous savez, je vais vous dire un truc assez simple. Hein. Lorsqu'on a la place du cœur du granit norvégien, je crois qu'il est incassable, donc il reste granit. Mais lorsqu'on a la place du cœur, un vrai cœur, on a la crainte de Dieu, lorsque quelqu'un comme Yahya Boni vous demande pardon, malgré tout ce que vous l'avez infligé, on rentre chez soi le soir, en tant qu'humain, vous ne détenez pas votre souffle de dire, vous vous dites, si plus âgé que moi me demande pardon, qui suis-je pour ne pas accepter? Mais s'ils ne le font pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Le problème n'est pas juridique. Tous ceux qui sont à l'Assemblée sont de sa majorité. Tous ceux qui ont voté en commission des lois pour que la loi ne soit pas prise en compte, oui, le 17. C'est des humains. C'est des humains. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on aille s'agenouiller, qu'on aille se coucher par terre, qu'ils nous marchent dessus, qu'on dise pardon? C'est ça? Non. La foi, déjà fait. La foi en Dieu. La foi en Dieu, la foi en Dieu. Et que ce Dieu-là, vous savez, j'ai espoir. Je suis serein. Vous savez, monsieur Johnson, je suis serein. Parce que tout ce qui a un début a toujours une fin. Merci. Je vais revenir à monsieur Adelakou. On avait dit, il y avait par rapport, tout au moins, personnalités qui sont en prison et les militants qui sont encore en prison, il y avait la possibilité d'une grâce présidentielle. On a parlé tantôt de la loi d'amnistie, mais il y avait aussi une modification au code pénal qu'ils avaient appelée la suspension de peine. Pourquoi ces personnalités qui sont en prison, est-ce que vous comprenez en tant que juriste, pourquoi ces personnalités n'ont pas saisi cette chance, M. Adelakou? Très bonne question. Merci bien, merci. Et déjà, je pense que nous sommes sur un terrain purement politique et à partir de cet instant, les calculs sont aussi politiques. Et donc, si les calculs sont politiques, vous comprenez qu'on ne puisse pas saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous par des acteurs politiques. Et lorsque vous prenez la grâce n'est pas nécessairement l'amnistie. Et nous avons dit, dans le cas d'espèces de ceux qui sont en exil ou derrière les barreaux, ce qu'il y a lieu de faire, la meilleure solution, c'est une loi d'amnistie. Il n'y a même pas à chercher autre chose, il n'y a pas autre chose. La meilleure solution, c'est une loi d'amnistie. Parce que la grâce, vous savez, la grâce, c'est juste qu'on estime que maintenant vous pouvez sortir et tout, mais la grâce n'efface pas la condamnation. Alors, ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour la réhabilitation de l'image de chacun et pour les opportunités futures, c'est effacer carrément la condamnation, c'est effacer les faits. Puisque la loi d'amnistie, en réalité, c'est ça. La loi d'amnistie ne se focalise pas sur les individus, mais elle vient pour effacer les faits et que les faits sont réputés n'avoir jamais existé. Par conséquent, il n'y a pas d'effet juridique. Et donc, on rebelote, on se retrouve dans la situation normale où on n'a jamais rien fait. Alors que la grâce, c'est que vous avez fait quelque chose, mais bon, voilà, vous êtes bien comporté ou bien parce que, bon, l'auteur ou celui qui vous délivre la grâce est content, on vous la délivre. C'est différent. Donc, la grâce n'est pas recommandée. Quand vous prenez la loi qui a consisté quand même à parler de suspension de peine, la nouvelle loi, c'est une ingénierie béninoise. C'est-à-dire, ces dernières années, en matière de droit ou en matière de loi, nous imaginons beaucoup de solutions. C'est-à-dire, on a réfléchi, on a vu on a voulu, ou bien que l'on a des aspirations. On sait qu'il faut libérer les gens, parce qu'on sait que les gens ont été quand même arrêtés dans un climat donné, les gens sont allés en exil dans un climat donné. On veut les libérer. Au même moment, on veut garder la commande.
Vous comprenez? Donc, on veut les libérer, mais on veut garder la commande. Puisque l'amnistie va consister à effacer les faits, et donc ceux-là, désormais, peuvent sortir, devenir candidats et même succéder à M. Patrice Talon. Vous voyez un peu. Mais on dit suspension de peine. Et suspension de peine sous des conditions. C'est-à-dire, on vous libère, vous n'avez pas encore fini votre condamnation, on vous libère, vous vous comportez bien, après vous pouvez demander encore à proroger la suspension. Dès que vous demandez la prorogation, alors que vous finissez la prorogation, donc vous êtes définitivement libre. Mais la condamnation est là. La condamnation est là sur votre carnet judiciaire, donc elle est là, mais vous pouvez. Mais on dit lorsqu'on a suspendu l'exécution, parce que c'est ça, c'est la suspension de l'exécution de la peine. L'exécution de la peine. Donc, quand on a suspendu l'exécution de la peine, on dit, si le procureur de la République l'estime, on peut toutefois, à tout moment, vous retourner derrière les barreaux. Vous comprenez qu'une telle loi, en réalité, n'est pas une loi liberté. C'est une loi contrainte. C'est une loi contrainte, on vous met là et puis on met la pression sur vous. Vous êtes obligé de vous comporter comme, je dirais, une guiole qu'on commande et puis vous devez faire, oui, monsieur le président, oui, monsieur, oui, on vous appelle, vous dit, oui, vous êtes en train de dormir, oui, vous n'avez rien fait. Donc, cette loi-là, toute personne qui a cette faculté au point doit comprendre que même si tu es derrière les barreaux, que tu as un minimum de dignité, tu ne peux pas recourir aux avantages d'une telle loi. Ce n'est pas possible pour ta personne et ce n'est même pas possible pour tes ambitions en tant qu'acteur politique. Et eux-mêmes, ils le savent. Quand ils ont fini d'adopter la loi, mais ils se seraient demandé pourquoi est-ce que depuis lors, la loi, c'est-à-dire personne n'a bénéficié de la loi parce que personne n'a fait la demande et personne ne fera la demande. Puisque nous sommes sur un terrain politique, personne ne fera la demande parce que tout le monde est intelligent au Bénin, même si certains pensent qu'ils sont les plus illuminés. Tout le monde est intelligent au Bénin. Le Bénin n'est pas un délai de compétences. Tout le monde sait pourquoi on a adopté cette loi. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on prend un cas particulier, le cas de Mme Reka Madougou, l'ancienne ministre, si on veut la libérer aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'une loi d'amnistie. Elle particulièrement, elle n'en a pas besoin. Il y a l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a réglé la question depuis novembre. Et dont le délai qui a été donné au Bénin pour le respect de cet avis est venu à terme fermé. Le Bénin, notre État, dans sa dynamique de ne respecter aucune décision des juridictions supranationales, est resté dans sa logique, il n'a pas respecté. Donc, ce qu'il y a lieu de demander au chef de l'État aujourd'hui, parce que j'ai remarqué qu'il met beaucoup l'accent sur le cas de Mme Reka Madougou, il faut lui dire que Mme Reka Madougou n'a pas besoin d'une loi d'amnistie. Mme Reka Madougou, aujourd'hui, a besoin que l'État béninois respecte l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et ça fait moins un. Et donc, nous allons revenir maintenant sur le cas de M. Aïbo et bien d'autres. Et dit maintenant, là, nous avons besoin d'une loi d'amnistie. Et pourquoi le chef de l'État dit qu'il ne va pas cautionner, il ne va pas encourager une loi d'amnistie? En réalité, juridiquement, ce qu'il dit, en réalité, est une incorrection. Rien ne le regarde juridiquement dans la prise d'une loi d'amnistie. Juridiquement, quand on est en droit. Ce n'est pas à lui de voter la loi d'amnistie. Donc, ce qu'il dit en réalité ne le regarde pas. Mais nous convenons que politiquement, puisque c'est lui qui détient sa majorité et qui lui sont vraiment fidèles du début jusqu'au pied, il est autorisé politiquement à dire ce qu'il dit. Mais en droit, ça prête à confusion que tu dises que tu ne dois pas cautionner alors que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. C'est un peu surprenant qu'il le dise publiquement et il a dit en étant à l'aise, vous voyez les réactions, il a dit et personne n'a trouvé cela anormal. Politiquement, nous sommes d'accord, puisque c'est lui qui doit donner la caution pour que ces gens puissent valider la loi. Nous sommes d'accord, mais juridiquement, rien ne le concerne dedans. Rien ne le concerne. Et aujourd'hui, je dis peut-être le bénéfice, parce que c'est une question purement politique, le bénéfice que les gens cherchent en réalité, c'est ce que M. Aouna a dit tout à l'heure. Il est impossible aujourd'hui d'avoir une loi d'amnistie sans l'aval de ceux qui le gouvernent ou encore de sa majorité. C'est impossible. Donc, quelles que soient les difficultés, je conviens, quelles que soient les difficultés qui seront sur le chemin de l'adoption de cette loi, le parti politique, les démocrates, devra trouver les voies et moyens de régler la question. Pas en allant vers une compromission, mais en allant vers un compromis. Il faut trouver les voies et moyens. Il faut aller vers des compromis, mais pas pour tomber dans des compromissions. J'espère que nous faisons la nuance entre les deux. Ne tombons pas dans des compromissions, mais allons vers des compromis pour que nous puissions avoir cette loi. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse libérer ceux qui sont derrière les barreaux, c'est que ceux qui sont en exil puissent rentrer au pays. C'est le plus important. C'est le plus important. On en a besoin, tout le monde en a besoin aujourd'hui. Donc, il faut tout faire pour trouver, vous êtes des acteurs politiques, et monsieur Monchon, il faut tout faire pour trouver les voies et moyens, parce que le moment viendra où le chef de l'État, quand vous le suivez, vous allez voir son discours varie. Lorsque M. Emmanuel Macron est venu au Bénin, il a dit que pour le moment, lui ne veut rien faire par rapport à ceux qui sont derrière les barreaux, mais que cela peut venir après. C'est-à-dire, c'est un monsieur, il varie par moment. Il a dit que cela peut venir après. Il a dit même dans son entretien que ça peut se passer demain, il a dit. Voilà, donc vous voyez, ce sont des ouvertures, même si il est un peu tué sur certains points, mais on peut considérer ces ouvertures, il a dit,
Il faut continuer à trouver les voies et moyens pour quand même trouver cette loi-là. Pourquoi ils ne veulent pas aujourd'hui? La loi de 2019, ils ont dit que la loi est issue d'un dialogue national. Mais en réalité, la loi de 2019, les faits dont la loi, et que la loi efface, concernent également ceux qui ont tiré sur des citoyens. Il ne faut pas l'oublier. Ceux-là qui ont osé ou qui ont ouvert le feu sur des citoyens béninois. Et donc, parce que l'intérêt de ceux-là qui nous gouvernent sont en jeu, ils ont compris qu'il fallait prendre une loi d'amnistie. Aujourd'hui, ils ont essayé de ramasser les gens dans des conditions où ils n'ont pas trop d'inquiétude. Donc, ils se disent, on peut rester fermé à la loi d'amnistie. Donc, monsieur Mochor, ça dit, c'est vous, parti politique aujourd'hui, c'est nous, le peuple béninois aujourd'hui, qui en avons véritablement besoin. Sinon, ceux-là, en réalité, ils n'en ont pas besoin en tant que tel. Donc, il faudrait qu'on trouve le chemin, les voies, des moyens pour obtenir cette loi. Merci beaucoup. Je vais prendre ou bien partager avec vous un commentaire de Rico Dollar. Il dit ceci: le mal du Bénin aujourd'hui, c'est le manque de personnalité politique ou morale ou religieuse influente capable de conduire une médiation pour faire fléchir la mouvance et son chef, de même que l'opposition. Monsieur Diomaïra, est-ce que il y a quelques années, on avait Monseigneur de Souza, on a Cardinal Gantin, toutes ces personnalités ont permis quand même, ont contribué à une certaine stabilité du Bénin. Est-ce que vous voyez, vous partagez l'avis de cet internaute? Vous savez, Monsieur Jules Dossou, qui est égaillé ou non en fille et clair pour dire non. Vous parlez de la libération des prisonniers. Les peuples du Bénin, qu'on le veuille ou pas, vont libérer ces prisonniers d'une manière ou d'une autre, avec ou sans les LD. Tous les partis que Montio a cités, qui sont là, qui sont opposition et qu'il a cités, c'est des partis, nous savons comment on les crée. C'est des partis appendices sont créés pour venir alimenter son courant à un moment donné. Donc, ce qui est en train de chicoter les peuples du Bénin aujourd'hui, c'est le manque de soins qui les tiraille, la faim, l'école qui est par terre et qu'on ne peut pas réparer, et ça ne date même pas de Talon. Le mal de vivre ensemble. Mais vous avez vu, par rapport à ces problèmes fondamentaux, qui ne datent même pas du temps de Talon, qui ne datent pas du temps de Yahi Boni. Vous voyez combien de temps vous êtes en train de passer en pinagnant sur des lois scélérates qu'on aurait pu faire bloc d'un seul coup, sans chercher des alibis, d'étage ou de je ne sais pas quoi, de voici ça ou tout ça, et régler en étant ferme et stoïque sur ses positions. Vous voyez tout le temps que nous avons passé pour l'émission, je ne sais pas ça a commencé à quelle heure, nous sommes sûrs, on n'a pas avancé en discutant de ça. C'est le piège que Yahi Boni et Talon sont en train de tendre aux Béninois. C'est un piège. Vous n'avez jamais discuté des problèmes qui tiraillent les Béninois. Les vrais problèmes pour construire notre nation, le vivre ensemble, vous n'allez pas l'aborder. Parce que, avant de parler Monsieur Diomaïra, je ne vous arrête pas. Avant de parler d'une constitution, je ne vous arrête pas. Non, je vous redonne la parole. Je vais vous redonner la parole tout de suite. C'est juste, je voulais vous rappeler, nous parlons des points qui étaient inscrits à notre panel. Donc, c'est pas qu'on a allé chercher d'autres points, c'est les points qu'on avait, on s'est entendu pour parler de ces points-là. Donc, je reçois d'autres invités pour parler des éléments. On parle de l'école, on parle de la santé aussi. Mais aujourd'hui, on s'est entendu pour parler d'un certain nombre de points. Je ne parle pas de l'école. Vous avez dit que je ne suis pas rentré dans le développement. Je ne veux pas qu'on disperse un peu nos internautes. Mais je vais m'en servir comme argument. Vous êtes d'accord? Oui, allez-y. Parce que si vous ne me permettez pas d'utiliser mes mots pour argumenter, je ne suis pas venu vous dire qu'on va débattre de l'école, de tout ça. Je dis, voilà les problèmes qui se posent à nous. Et que le piège, tout le temps que vous avez passé là, vous avez passé le temps pour discuter des lois scélérates que tous ceux qui sont sur le plateau, mes copanélistes là, n'ont pas arrêté de montrer les revers
que ces lois-là ont créé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la question de la libération des détenus politiques. C'est toujours ces lois-là qui sont en développement et qui ont empêché tout ça. Mais pourtant, ils disent qu'il faut aller au compromis. Et que ces compromis-là ne sont pas des compromissions. C'est des compromissions depuis 2018 avec Yahya Boni. Talon lui a pris FCBE pour le mettre en garde à vous. Il a voulu s'y opposer, mais il a monté encore d'un cran. Mais pendant ce temps, ce qui se passe, c'est les peuples du Bénin qui se sont pris en étau, par ces deux personnalités. Est-ce que ces deux personnalités, Montio disait tout à l'heure que nous allons voir, que nous allons libérer mais bien sûr, le peuple n'entend pas les LD pour libérer, pour les libérer. Mais qu'est-ce qu'il promet? Il promet de la violence, pas des milliers de voix des missaudis. Voix des missa madonoué. Des milliers de mimonoué là. Quand on a vu que ça va mal se passer pour ce quinquennat, et même celui qu'il va prendre en supplément, nous avons dit tout de suite, pour éviter des soubresauts à nos peuples, faisons tout de suite une conférence patriotique nationale. Et même doter cette conférence-là d'une âme, en allant chercher les vraies questions de nation que nous n'avons pas. Ouais, mais qui a refusé ça? Qui a refusé ça? Non, ça c'est une réalité. Il faut avancer rapidement. Notre constitution ne tient pas la route. Notre constitution ne tient pas la route. Personne n'a refusé ça. C'est le vœu des démocrates. Olo est venu et a démontré que notre constitution tient en réalité de la conférence de Brazzaville de 1944. Ce que vous ne savez pas. Et c'est ça qu'on appelle les accords coloniaux. Donc, nous sommes très loin de ce qui peut amener la paix au Bénin. Les déclarations de Montior tout à l'heure, si vous avez bien écouté, lui, il est déjà prêt pour la guerre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu as dit ça, mais je dis que tu es déjà prêt pour la guerre. Mais le peuple du Bénin n'a pas besoin de ça pour libérer les détenus politiques. Et ils n'ont même pas besoin des LD. Ce n'est pas parce que les LD sont dans l'opposition factice d'aujourd'hui que ça va libérer les détenus. C'est parce que simplement les peuples du Bénin sont fatigués du pouvoir de Talon. Ils sont complètement fatigués, ils sont ruinés, ils sont maturés. Monsieur, je dois rentrer dans ce débat parce que le problème... Comme ils sont laminés, vous devez comprendre simplement que, vous avez vu, le président du Parlement a dit, a réuni, comment on appelle ça, une constituante. D'où est-ce qu'il sort ce mot-là? C'est une provocation, une constituante. Il sait très bien qu'il y aura une réaction en face. Automatiquement, Yahya Boni rebondit, dit non. Il n'y aura pas de constitutionnalité, il n'y aura pas de révision de la Constitution. Mais de quelle Constitution parlent ces deux camps? Le camp de Yahya et le camp plutôt de Yahya et le camp de Talon. Les deux camps-là sont dans le même camp, hein, le camp du système néocolonial. Ils ne veulent pas qu'on s'en sorte. Encore quelques secondes. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Non. C'est pratiquement un non-sujet. Monsieur Jules, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. On laisse à chacun ses arguments. Vous aurez le temps de réagir à ça. Oui. Monsieur Joshua, avant de vous donner la parole, je voulais quand même préciser. Oui, je vais vous donner la parole dans 5 secondes. Dans 5 secondes, je vous donne la parole. Je voulais préciser que notre émission, nous ne faisons pas la promotion de la violence. Et je n'ai pas entendu un invité parler de la guerre ici. Absolument. Donc, il ne faut pas qu'on dise des thèmes qui vont prêter à confusion dans l'opinion. L'émission est suivie. J'espère que l'émission est enregistrée et qu'on aura l'occasion de réécouter Montio. Oui, l'émission est enregistrée, oui. Donc, on aura l'occasion de parler donc, je voulais qu'on soit précis. Mais monsieur Montio, vous voulez réagir? Allez-y. D'accord. Il faudrait que vous disiez à M. Diomaïssa
Non, Jomaïha. Jomaïha, que de ne pas nous prêter des intentions ou de ne pas dire ce qu'on n'a pas dit, parce que en jouant à ça, M. Jomaïha se comporte exactement comme ce que fait la rupture aujourd'hui. C'est eux qui déforment les propos des gens. 5 ans, c'est 5 ans, on dit c'est des terroristes, on les fout en tôle. Donc, M. Jomaïha, vous n'avez pas l'âge pour continuer à faire des trucs comme ça. Je vous le demande humblement. J'assume ce que je dis. Je suis conscient de ce que je dis en tant qu'homme politique. Et le Bénin est éternel. Je n'ai pas d'autre patrie. Et même si ma maman est malienne, mais je suis béninois par mon père. Donc, le Bénin m'est cher. Et je me bats depuis et que j'ai l'âge de me battre pour ce pays. Je me suis battu pour ce pays. Je n'ai jamais pris les armes contre qui que ce soit. Je suis contre la violence. Et tous ceux qui me connaissent doivent me le dire. Que je suis contre la violence. Donc, il faudrait que vous remettiez les choses à place. Ce que fait la rupture aujourd'hui, ne tombons pas dans ce jeu. N'allez pas sur le terrain où des gens disent des trucs et il est... C'est vous qui êtes en train de tomber dans le jeu en disant que... Je dis un truc assez simple. Et je vais le répéter pour que les internautes puissent comprendre. Monsieur Jomaïha, on va laisser Monsieur Montour terminer. J'ai eu à dire que tout ce qui a un début a une fin. Et ma foi chrétienne me permet de croire à la fin. Et que bientôt, nos frères vont sortir, qu'il y ait loi d'amnistie ou pas, le parti Talon est fini. En 2026, selon sa propre constitution et tout ce qu'il a eu à faire, il n'est plus candidat. Donc, de quoi c'est ce que vous parlez? Il n'est pas là, il a condamné les gens pour 10 ans et 20 ans. Parti Talon n'est pas là pour 20 ans. Parti Talon est là pour, comme il a dit, un mandat unique qu'il a dû aviser et qu'il a renouvelé. Et c'est fini. Nous sommes à 2 ans de la fin de l'élection. De ça, nous on a appelé à une conférence patriotique nationale. Nous appelons tout le temps à une conférence. C'est justement à ce niveau-là que je voudrais vraiment rentrer dans le débat. Parce que... Oui, 30 secondes, et on va avancer. Voilà, merci. Monsieur Jules Diossou, posez la question à Monsieur Jomaïha, qui n'a pas appelé et constamment appelle pour un dialogue national, mais qui refuse. La question, elle est là. Donc, face à cette position tranchée du pouvoir en place, qu'est-ce que vous voulez que l'opposition ou la société civile ou les Béninois fassent? C'est utiliser d'une flexibilité. C'est toute la question, elle est là. Maintenant, face à ça, moi, je vous pose la question de savoir, vous appelez pour un dialogue souverain patriotique. Mais qu'est-ce que les démocrates font? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que la diaspora fait? Et qui refuse ce dialogue-là? Toute la question, elle est là. Et maintenant, pour chuter l'approche de notre vis-à-vis ici, il n'a jamais dit qu'il est prêt pour une guerre. Pas du tout. C'est sa position. Et c'est sa position et son approche de ce qu'il pense qui pourra être qui pourra bénéficier et amener à la libération de nos compatriotes. C'est son approche. Vous avez votre approche, j'ai mon approche et chacun de nous a son approche. Donc, c'est pratique. Mais à nous, je ne condamne pas son approche. Je qualifie son approche. Je qualifie son approche, mais je ne condamne pas. Je n'ai pas condamné, monsieur. On est d'accord. Mais puisque vous dites qu'il est prêt pour la guerre, on va avancer maintenant. Chers invités, on va avancer maintenant. Je qualifie aussi ses propos. Oui, mais quand vous êtes allé sur le terrain de violence, de guerre, vous savez le régime que nous avons, et vis-à-vis, de nous. Et il faut vraiment être un peu tout dans la caractérisation des propos, des panélistes ici. C'est extrêmement important, monsieur Jomaïha. Vous n'êtes pas... Non, attendez, merci beaucoup, monsieur Aoula.